Au plaisir de vous retrouver en ce 7 avril 2021. Merci du choix que vous portez à la chaîne du 21e siècle pour vous informer. Voici les principales articulations de cette édition d'information. Le chef du gouvernement guinéen était devant les élus du peuple ce mercredi pour présenter la politique générale gouvernementale. Pendant près de 2 heures, Ibrahima Kassory Fofana a décliné axe par axe sa feuille de route. Le Parlement guinéen vient de doter le pays d'une loi portant promotion et protection des droits des personnes atteintes d'albinisme ce mardi 6 avril lors d'une session plénière, une aubaine pour le président des albinos de Guinée. Et enfin, pendant que KPC se retire, le secrétaire général de l'association sportive de Kaloum se présente au poste du président de la FIGIFOOT. Antonio Soare n'ira finalement pas seul aux élections prévues le 14 mai prochain. À tous, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre guinéen Kassory Fofana était devant le Parlement ce mercredi 7 avril 2021 pour présenter la politique gouvernementale. Accompagné de la quasi-totalité des membres du gouvernement, le Premier ministre, dans un accent qui lui est propre, a livré pendant près de 2 heures les différents axes de sa politique de développement. Ibrahima Soribari et Moustapha Diané étaient de la partie. Suivez leur reportage. C'est en présence de 108 députés sur 114 que le chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana, a présenté son discours de politique générale. Un événement qui témoigne de la solidarité du principe de séparation de pouvoir pour la bonne marche de l'exercice démocratique dans le pays. L'occasion a été pour le président de l'Assemblée nationale d'exprimer sa gratitude à la représentation diplomatique et consulaire des partenaires au développement ainsi que les membres du gouvernement. La disposition de la Constitution qui précise ceci. Déclaration suivie de débat avec vote est l'une des nombreuses innovations de la nouvelle Constitution qui redéfinit et précise les rôles dans le rapport entre l'exécutif et le législatif. C'est dans l'exercice du rôle que nous confère la Constitution que nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, chef du gouvernement. L'une des priorités du gouvernement citée dans sa politique générale, c'est le défi économique et social. Dans ce secteur, le Premier ministre a rappelé certaines réalités sur le terrain. Notre pays est doté d'un potentiel hydroélectrique de plus de 6 000 mégas. Il me plaît de rappeler que depuis son accession au pouvoir, Monsieur le Président de la République a entrepris de valoriser ce énorme potentiel. Les barrages de Kaleta, Swapiti et Amaria en cours dotent ainsi notre pays d'une capacité énergétique additionnelle de plus de 1000 mégawatts. Convenez avec moi que rien, absolument rien de tel n'avait jamais été fait auparavant dans ce pays. Cette politique illustre notre volonté de développer les infrastructures pour soutenir l'industrialisation de la Guinée. Elle explique pourquoi des ressources considérables sont dégagées pour apporter une réponse appropriée à la question du développement des infrastructures, en particulier routières et énergétiques. C'est tout le sens de ce qui a été fait depuis une décennie. En Guinée comme ailleurs en Afrique subsaharienne, le manque d'accès à l'énergie cause une perte annuelle de richesse estimée, selon les économistes, entre 2 à 4% du PIB. C'est important. Pour améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens, Ibrahima Kassory Fofana s'est engagé dans la fourniture de l'énergie. Accroître la capacité énergétique de notre pays est un impératif majeur de politique publique pour accompagner le développement des activités économiques et assurer le bien-être de nos populations. Conscient que l'accès limité à l'énergie est un frein incontestable au progrès économique et social, le gouvernement poursuivra les efforts entrepris
dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement des ménages en énergie, en vue de porter le taux d'accès à l'électricité à environ 70% à l'horizon 2025. L'accès universel de l'énergie à l'énergie reste au cœur de la politique gouvernementale. Chaque foyer, chaque ménage, où qu'il soit sur le territoire national, est en droit d'accéder à l'électricité pour améliorer les conditions de son existence. Pour relever ce défi, le chef du gouvernement a laissé entendre que les lignes de transport et de distribution énergétique seront développées pour assurer l'équité dans l'accès énergétique sur toute l'étendue du territoire national. Après donc cette présentation de 32 pages de la politique générale gouvernementale, les députés et acteurs de la société civile se sont prononcés sur le discours du Premier ministre guinéen, chef du gouvernement. Suivez-les au micro de Ibrahima Solibari et de Moustapha Diané toujours. C'est des promesses, mais c'est basé sur les ressources. J'espère qu'ils ont les moyens de ressources pour essayer de, n'est-ce pas, exécuter tous ces projets-là. On est en phase de projet, on comprend. Donc, on va leur donner les moyens, n'est-ce pas, de le reconduire, enfin, de les soutenir ou de voter, n'est-ce pas, en continuité avec son gouvernement. Mais est-ce qu'ils ont le moyen de ressources? Et en plus, est-ce que le président va le laisser les mains libres pour gérer? Nous avons écouté le discours du Premier ministre. Dans l'ensemble, il faut dire que c'est une intervention de bonnes intentions. C'est une déclaration de bonnes intentions, comme on en a toujours entendu. Et nous, tout notre propos sera de nous en tenir aux faits, aux réalités, et non plus les théories ou les rêveries. Le discours dans sa globalité, c'est très bien fait. Mais comme tout tenu le Premier ministre, il est le Premier des ministres, lui-même il est ministre, donc il est coiffé par le Président de la République. Tous ces sentiers dont il a fait cas dans son discours, est-ce que les ministres qui l'entourent sont vraiment aptes à l'aider à réaliser ces ambitions-là? Chose que je ne trouve pas assez de garantie, parce qu'il faut quand même noter tout le parcours de ce qu'il a dit. C'est fondé, c'est réel et c'est réaliste. Mais je suis encore pessimiste pour la mise en œuvre. De poser des questions sur des actions clés qui seront menées cette année 2021. Et enfin, de clarifier la position du Premier ministre. Pourquoi entre l'augmentation des recettes, le doublement des recettes, l'amélioration de la croissance qui va atteindre les 6%, et cette richesse qui sera redistribuée, pourquoi on demande à la population de s'apprêter à une situation d'augmentation généralisée des prix? Mais les gains obtenus en matière de bonification des ressources nationales, surtout internes, ne peuvent pas être redistribués pour aider la population à soutenir le panier de la ménagère, que d'annoncer des augmentations au même moment. L'État s'engage à faire le plein en matière de recettes publiques. Donc, moi je pense que les députés doivent avoir le courage, pas pour faire plaisir au Premier ministre, mais devant l'opinion nationale, de garantir pour les Guinéens un avenir radieux, basé sur la confiance, sur la vérité. Pour moi, c'est essentiel. Merci. Sur un autre plan, il faut le dire, des violations des droits humains, homicides, arrestations et détentions arbitraires sont entre autres quelques aspects du rapport publié par Amnesty International ce mercredi 7 avril à travers un point de presse virtuel animé à son siège à Lambani dans la commune de Ratoma. Ce rapport démontre que depuis mars 2020, plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés en Guinée. Alpha Oumar Diallo pour le compte rendu. C'est le rapport d'Amnesty International qui accable encore la Guinée. Le président de cette organisation revient sur quelques aspects détaillés du rapport qui constituent des violations des droits humains dans le pays. Dans ce rapport, vous allez voir, il traite globalement de cette thématique des droits humains.
On a traité un volet sur le droit à la liberté d'expression. Un autre volet qui est traité dans ce rapport, c'est le droit à la santé. Mais aussi et surtout la situation de la santé dans les maisons de détention. On a enregistré énormément de cas de mort lors des différentes manifestations et de nombreux blessés qui sont aussi mentionnés dans ce rapport. Selon Amnesty International, ce sont les mêmes droits qui sont violés en Guinée depuis plusieurs années, à exception de 2020, où à l'issue des élections, l'on a assisté à l'arrestation des opposants, accusés souvent par l'État guinéen de n'être pas allés à la source. Ces responsables de l'organisation précisent. Partout dans le monde, quand Amnesty sort les rapports, les États critiquent et accusent Amnesty ou d'autres organisations. Donc, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Okay, ça c'est un. La seconde chose, et c'est très importante aussi, c'est que quand Amnesty sort un rapport, mène une recherche et une enquête, moi, en tant que directeur d'Amnesty Guinée, ou tous les membres d'Amnesty Guinée vivant ici, nous n'avons pas le droit. Okay, c'est dans nos statuts, nous ne pouvons pas mener des missions de recherche ni d'enquête sur notre propre pays. C'est pour une question d'impartialité. Okay? Donc, on a à Amnesty des chercheurs. Chaque pays a un chercheur qui est alloué. Chaque chercheur, en fait, est alloué à chaque pays. Nous, il y a des procédures, il y a un process de vérification, de témoignages, de recoupement d'informations avant que Amnesty ne publie un rapport ou ne se prononce sur un événement. À ces jours, la Guinée est loin d'être sur les normes standards internationales sur la notion du respect des droits humains. La liberté de la presse est aussi menacée à travers les multiples arrestations et incarcérations des journalistes en violation de la loi L00D portant sur la liberté de la presse. C'est également inscrit au sommaire. Les députés présents à l'Assemblée nationale ce mardi ont adopté à l'unanimité la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une décision salutaire qui vient compléter la lutte contre la corruption selon Alpha Abdoulaye Diallo, le président de la coalition nationale, publié Ce que vous payez Guinée. Ce mercredi 7 avril, Bintou Souma et Ibrahima Paye Camara sont allés à sa rencontre. Suivez leur reportage. L'adoption de la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été votée à l'unanimité par 93 députés présents à l'hémicycle ce mardi. Une décision que trouve salutaire l'activiste Alpha Abdoulaye Diallo. En 2017, la Guinée a adopté également la loi anticorruption. Donc c'est un complément par rapport à la lutte contre la corruption de manière globale, mais aussi le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux, qui est aujourd'hui un facteur vraiment déterminant. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans de l'adoption de la loi anticorruption, mais il y a des tests d'application de cette loi qui souffrent encore. Donc, le piège dans le cadre de l'adoption des lois, c'est l'absence surtout des tests d'application. Je pense qu'il faut que l'Assemblée vraiment mette la pression sur l'État avant d'adopter chaque loi pour que cette loi soit applicable immédiatement. La loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée a été votée le 24 octobre 2007 et celle sur le financement du terrorisme en 2014. Pourvu qu'il y ait des avancées, le président de la coalition nationale, publié Ce que vous payez Guinée, fait des recommandations à l'État. Puisqu'on a dit que c'est une année de réforme, le président l'a annoncé comme étant une année de réforme. Il faut que ces réformes-là partent jusqu'au bout. Non seulement les tests d'application des lois qui sont votées, ces tests soient vraiment pris, ou les projets de loi qui sont en attente au niveau de l'Assemblée, vraiment trouvent aussi l'issue pour que l'Assemblée puisse les adopter avec tous les tests d'application de ces lois pour que véritablement la boucle soit bouclée. Il faut que la Guinée s'inscrit dans le cadre du respect de ses propres lois et les lois votées soient appliquées pour le bonheur des citoyens, conclut cet activiste.
Il faut dire que lors toujours de cette plénière, une porte s'est ouverte pour les albinos en République de Guinée. La loi portant protection et promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme vient d'être adoptée à l'unanimité ce mardi 6 avril lors d'une session plénière. Ce matin, notre rédaction est allée à la rencontre de Kabine Camara, président de l'Union pour le bien-être des albinos de Guinée, qui a manifesté sans doute sa satisfaction au micro de Kadjatou Bari et de Alassane Souma. L'adoption de la loi portant protection et promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme est perçue comme un ouf de soulagement par le président de l'Union pour le bien-être des albinos de Guinée. Selon lui, cette loi est une opportunité pour tous les albinos. Cette loi va nous permettre de lutter contre les abus, la discrimination, la stigmatisation, la marginalisation, le rejet, l'abandon et les crimes rituels contre les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier et en Afrique, en Guinée particulièrement, parce que même si la loi elle est guinéenne, mais elle sera aussi de référence pour les autres pays. Poursuivant, Kabine Camara met en garde tout parent d'albinos contre l'exploitation de ces derniers. Pour lui, le respect de cette loi est primordial. D'abord, je vais m'adresser d'abord aux parents des personnes atteintes d'albinisme. Parce que tout parent que nous allons prendre en train de faire mendier ton enfant, en train d'exploiter ton enfant, nul ne va échapper à la rigueur de cette loi. Par ailleurs, le président de l'Union pour le bien-être des albinos de Guinée interpelle la population guinéenne à accepter les personnes atteintes d'albinisme. Alors, la population n'a qu'à accepter, nous sommes des êtres humains comme eux, comme cette loi-là est adoptée, c'est d'accepter, pour que vraiment les gens puissent changer leur regard sur l'albinisme. Kabine Camara a aussi invité les autorités à veiller à l'application stricte de cette loi qui, selon lui, garantit l'avenir des albinos en Guinée. Sur un autre plan, ce mercredi 7 avril 2021, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé. À cette occasion, en Guinée, médecins et patients ont soulevé des problématiques liées à l'accès aux soins de qualité dans le pays. Mariam Bari et Ibrahima Paye Camara sont allés à leur rencontre. Suivez cet élément de reportage. Ce 7 avril 2021, l'humanité a célébré la journée internationale de la santé. Cette occasion est mise à profit par bon nombre de pays pour sensibiliser et informer l'opinion face à la problématique liée à la santé publique. En Guinée, ce médecin fait le bilan de la santé pour l'année 2020. L'arrivée de la pandémie, ça a permis à la Guinée de faire face aux services de santé communautaires. C'est pourquoi il y a les CTP dans presque toutes les régions maintenant. Ce qui n'a pas marché, c'est que la population n'est pas encore informée à 100%. La sensibilisation n'est pas partie à un certain niveau où le monde s'attendait. La population, vu le nombre de populations, il faut dire que réellement que la population n'a pas accès à un service de santé de qualité. Cependant, l'accès des citoyens aux soins de qualité en Guinée est loin d'être satisfaisante, nous confie cette patiente. Si tu pars dans les hôpitaux publics sans argent, tu vas mourir parce qu'ils ne prendront jamais soin de toi. Par contre, si tu as l'argent, ils s'occupent bien de toi. Pour répondre aux besoins de la population en matière de santé, ces médecins donnent des pistes de solutions. Il faut tenir compte du nombre de populations. Par rapport à ça, évaluer et mettre en place des structures de santé de qualité en matière de médicaments, que la population ait accès à moindre coût. Le coût doit être moins cher. Pour rappel, cette journée marque l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Elle offre l'occasion de mobiliser des actions autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde.
On en vient à présent à cette autre actualité pour endiguer le phénomène d'arnaque et d'insécurité dans le cyberespace. Les autorités de régulation des postes et télécommunications ont initié récemment une campagne d'identification obligatoire des utilisateurs de cartes SIM. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée a réagi sur ce sujet. C'est un reportage de Yaya Bari rendu en studio par Mohamed Traoré. Mbani Sidibé, défenseur des droits des consommateurs, apprécie la campagne d'identification des utilisateurs des cartes SIM initiée par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Dans tous les pays, on doit passer à l'identification des abonnés. Ça veut dire quoi? Il faut prendre les informations des utilisateurs de puces SIM. Vous savez, des cartes SIM, quand tu as un numéro, tu dois être identifié. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, tellement que l'identification est intéressante pour le consommateur quelque part. Lorsque tu as un numéro, si c'était bien fait, qu'on délivrait un contrat de consommation, ça allait permettre au consommateur d'avoir une sécurité juridique. Cependant, il déplore le non-respect des droits des consommateurs par les réseaux de téléphonie mobile. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui dans la procédure que l'autorité de régulation vient de lancer, c'est le manque de contrat et du respect du droit du consommateur. Donc le fait que les opérateurs aujourd'hui ne délivrent pas des cartes de contrat de consommation aux abonnés, ça c'est une violation du droit du consommateur et ça c'est des manquements même des cahiers de charges qui doivent être reprimés. Ça c'est un premier grief. Second aussi parce que l'autorité de régulation doit rétablir l'ensemble des consommateurs dans leurs droits. Et normalement le premier boulot de l'autorité de régulation c'était d'auditer le contrat là, voir les conditions générales de l'offre. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup se plaignent par rapport, les consommateurs sont victimes d'une facturation opaque. Malgré toutes ces mesures annoncées pour endiguer le phénomène d'arnaque et de l'insécurité dans le cyberespace, un autre souci se dégage, c'est l'insécurité, la non-protection de la vie privée et des informations à caractère personnel auxquelles les abonnés risqueraient de s'exposer. Direction à l'intérieur du pays, à présent à Kankan, une nouvelle forme de tuberculose multirésistante sévit, mais elle n'est pas connue par la majeure partie des citoyens. Les responsables du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent aux citoyens qui présentent des signes de cette maladie d'aller se faire prendre en charge. C'est un reportage de notre correspondant Abdoulaye Nkoya Silla, basé dans la région de Kankan. Une nouvelle forme de tuberculose appelée multirésistante menace les populations de Kankan. Elle est contagieuse et méconnue du grand public. Dr Sekou Kondé, médecin, est le responsable du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kankan. La tuberculose multirésistante, elle se définit comme étant une résistance au moins l'isoniazide ou à la rifampicine. Des termes très clairs, c'est-à-dire lorsque vous êtes résistant à 2 molécules de la première ligne. Donc on peut vous déclarer comme étant une tuberculose multirésistante. C'est lorsqu'une ou plusieurs molécules résistent au traitement de la tuberculose commune qu'un patient est déclaré positif à celle dite multirésistante, soutient ce médecin. Vous partez pour faire un test de la tuberculose de la forme commune où on va vous dire que réellement que vous avez de la tuberculose de la forme commune, autrement dire de la tuberculose pulmonaire. Et après cette prise en charge de 3 mois, le médecin qui vous suit peut voir que réellement vous êtes résistant à une des molécules de cette première ligne. Et lorsque vous êtes résistant à une ou 2 de ces molécules, il va vous renvoyer pour faire un autre examen à l'hôpital régional qu'on appelle le GINESPER. Donc ce GINESPER va confirmer que vous êtes résistant à la prise en charge des médicaments de la première ligne de la tuberculose. Donc, on va vous référer chez nous pour faire une prise en charge. Il demande aux citoyens victimes de la tuberculose pulmonaire de suivre régulièrement leur traitement pour éviter la multirésistante. Ceux qui ont la tuberculose pulmonaire, ils doivent faire un suivi rigoureux. C'est ce qui est normal d'abord. Il faudra qu'ils passent prendre leurs médicaments dans le site de prise en charge. Et une fois qu'ils sont déclarés comme étant une tuberculose multirésistante, qu'ils se dirigent vers notre centre pour poursuivre leur traitement. Actuellement, 15 patients de cette maladie sont suivis au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kankan. Ces malades viennent des régions de Farana et Kankan. La prise en charge est gratuite.
Au mot de sport, avant de nous quitter, le secrétaire général de l'association sportive de Kaloum a déposé ce mardi 6 avril sa candidature au poste du président de la FEGIFOOT après le désistement de KPC. Antonio Soare n'ira finalement pas sur les élections prévues le 14 mai prochain. Ce mercredi, il est revenu sur les motivations de sa candidature au micro de Ibrahima Diallo. Après le désistement de Kerfala Persson Camara au poste du président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare s'attendait à une acclamation pour sa réélection. Contre toute attente, le secrétaire général de l'AS Kaloum dépose sa candidature devant la commission électorale. Il explique les raisons de cette décision. Quand on parle d'une institution comme la FEGIFOOT, je pense personnellement que l'AS Kaloum a son mot à dire. C'est pour toutes ces raisons qu'on a convoqué, appelé cette conférence de presse pour officialiser la candidature de El Hadj Aboubacar Touré à la présidence de la FEGIFOOT. Aboubacar Touré a décliné ses objectifs une fois élu à la tête de la Fédération guinéenne de football. Si nous sommes élus demain à la tête de cette FEGIFOOT, seront axés sur 5 points essentiels. La première, c'est la bonne gouvernance au niveau de la FEGIFOOT. La deuxième, c'est l'investissement au niveau de la formation. Le troisième axe va être basé sur la professionnalisation de notre championnat. Le secrétaire général du club de la presqu'île de Kaloum a aussi justifié le choix de Super V, ancien président de la FEGIFOOT, comme son directeur de campagne. Et Super V a un carnet d'adresses aujourd'hui que beaucoup de Guinéens n'ont pas. Et je pense qu'en l'approchant aujourd'hui, j'aurais bénéficié de ces expériences et pour pouvoir m'aider à m'introduire dans ces instances. Reste à savoir si Aboubacar Touré pourra défier Mamadou Antonio Soare, candidat à sa propre succession. Le 14 mai prochain nous édifiera. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter, chers téléspectateurs. Cela fait aujourd'hui 40 jours d'incarcération du doyen Jules Diallo. Une pensée à lui et à sa famille. Merci à vous qui nous suivez depuis la baie et partout dans le monde. Au revoir.